Certaines des Totally Spies sont basées sur... J'ai été embauché dans une société de production qui s'appelle Marathon, où je suis resté très longtemps, pour m'occuper du développement. Et donc, quand je suis arrivé dans cette société, avec donc mon patron de l'époque, qui s'appelle Vincent, la première chose que j'ai fait, c'est développer une série qui est devenue Totally Spies. Aujourd'hui, quand vous regardez la télévision, il y a énormément de programmes avec des héroïnes. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a plus que des programmes avec des héros. À l'époque, il n'y en avait pas. Et à l'époque, ce qu'on disait, mais dans tous les genres, c'est-à-dire aussi bien l'animation, la jeunesse que le prime time, c'est que sont les hommes qui tiennent la télécommande. Et donc, chez les enfants, sont les grands frères et que les petites sœurs suivent ce que regardent les grands frères. Et donc, à ce moment-là, on a un peu réfléchi en se demandant, voilà, qu'est-ce qui n'existe pas encore comme type de programme à la télévision? Et on s'est dit, il n'y a rien pour les filles. Et donc, on s'est dit, c'est un peu fou parce qu'aucune chaîne ne cherche de programme pour les filles, mais on va quand même essayer. Donc, c'est comme ça que Totally Spies a commencé. C'était au moment où il y avait quand même tout un truc culturel autour du girl power. C'était le moment où il y avait les Spice Girls qui commençaient, c'était le début de Britney Spears. Il y avait tout un espèce d'éthos culturel autour du girl power, et c'est à ce moment qu'on a développé Totally Spies. C'était vraiment dans l'air du temps. Et donc en fait, la manière dont on l'a créé avec Vincent, c'est que en fait, on a réfléchi à des choses qu'on aimait bien. Et moi, il y a deux choses que j'adorais, c'était les James Bond, les films de James Bond, et puis toutes ces notions de double vie, et les États-Unis, la Californie. À l'époque, donc en plus de toutes ces tendances autour du girl power, c'était aussi la grande époque des high school series comme Beverly Hills, voilà, tout ce genre de programmes. Et donc on a un peu mélangé tout ça, donc l'école à Los Angeles, les espionnes, la double vie, et on est arrivé à Totally Spies. Quand on l'a créé, aucune chaîne n'a voulu l'acheter. Pour les raisons dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'à l'époque, il n'y avait que des programmes pour garçons, et souvent d'ailleurs des programmes d'action pour garçons, un peu baston. Finalement, il y a une chaîne, donc TF1, qui nous a fait confiance, et une autre aux États-Unis, qui était Disney. Et c'est comme ça qu'on a commencé, et qu'on a produit la série. Mais encore une fois, on était un ovni total, et on pensait vraiment qu'on n'allait jamais la vendre. Il y a plein de choses qu'on a faites qui ne se faisaient pas vraiment du tout à l'époque. Par exemple, on voulait vraiment avoir de la musique très pop, très contemporaine, avoir une ambiance radio. On écoutait cette chanson à l'époque qui marchait vraiment bien, qui s'appelait Here We Go, qui était un gros hit en Angleterre. Et on s'est dit, tiens, on va aller voir le producteur de la chanson. Et on est allé le voir. Et en fait, on a adapté cette chanson pour faire le générique. Et donc, c'était vraiment tube radio. Et tout ça, on l'a fait parce que on n'avait pas peur, et on n'avait pas peur parce que c'était la première fois qu'on faisait ça. Et puis après, sur toute la partie visuelle, la direction artistique, la création visuelle a été faite par le troisième larron du groupe qui s'appelle Stéphane Berry. Et Stéphane, c'est un peu le réalisateur historique de la série. Et Stéphane avait une passion, il avait une passion pour le manga. Et donc c'est ça que Stéphane a amené. Il a amené ce style très pop que vous voyez dans Totally Spies, et ce mélange manga américain. Et d'ailleurs, ce mélange, après, tout le monde dans notre petite industrie a appelé ça le franimé, c'est-à-dire le French animé. Voilà, la série est sortie, et Totally Spies, il y a eu tout de suite un pic complètement fou, et la série est devenue un hit en quelques mois. C'est facile aujourd'hui de se dire ah, Totally Spies, forcément, c'est une série énorme, c'est un hit. En fait, on n'en avait aucune idée à l'époque. On a fait quelque chose qu'on avait envie de faire. Moi, c'était la première série que je développais. Stéphane, c'était la première série qu'il réalisait. Et on n'a pas vraiment réfléchi, on a pris beaucoup de risques, qu'on prendrait peut-être moins aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que la série a vraiment surnagé et s'est distingué de tous les autres programmes qu'il y avait à l'antenne, parce que c'était un peu un ovni. Donc moi, j'ai écrit avec Vincent le premier script de la série, et puis après, on a deux auteurs qui sont vraiment les auteurs historiques, qui sont à Los Angeles, qui s'appellent Robert et Michel Lamoureux, et ils ont amené énormément de choses à la série, dont le Comme Poudrier. Ce qui est intéressant, c'est que donc à l'époque, on est en 99-2000, donc à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, un tout petit peu, mais surtout les quelques téléphones portables qui existaient, je ne sais pas si vous avez vu des photos, c'est des trucs énormes comme ça. La fonction vidéo et photo n'existait absolument pas. Autant si on avait fait uniquement un téléphone portable, on aurait pu y croire. Par contre, un téléphone portable qui faisait de la vidéo, c'était de la science-fiction totale. Moi, quand je vois aujourd'hui surtout les jeunes adultes ou les trentenaires qui regardent et qui parlent encore de Totally Spies,
Très souvent, la première chose dont il parle, c'est le Comme Poudrier. Et puis l'expression un peu en mode Totally Spies pour dire en fait girl power. Certaines des Totally Spies sont basées sur des amis que j'ai encore aujourd'hui, notamment la petite brune qui s'appelle Alex, qui est un peu liée à une amie à moi, qui travaille d'ailleurs dans la jeunesse, qui s'appelle Emmanuel. On s'est vraiment inspiré de ce qu'il y avait dans l'air du temps aux États-Unis à l'époque. On était en plein dans Beverly Hills. Clover, c'était le nom de la fille de la meilleure amie de Vincent qui habitait à Los Angeles et c'était un nom qu'on donnait beaucoup à l'époque. Sam, c'était la même chose. Donc on est allé beaucoup dans des références américaines. D'ailleurs, c'est drôle dans les trucs qu'on nous dit souvent, c'est que Totally Spies, ça a été l'un des premiers programmes français à être vendu aux États-Unis et a très bien fonctionné en audience aux États-Unis. Et on nous a souvent dit, en fait, vous avez revendu aux États-Unis le rêve américain. Vous avez vendu un truc qui se passe à Beverly Hills à une audience américaine. En gros, la moitié des gens pensent que c'est japonais et l'autre moitié pense que c'est américain. Mais personne ne pense que c'est français. Toujours dans la même idée, on a fait un film de Totally Spies. Et pour ce film, on s'est dit à nouveau, comment est-ce qu'on peut être un peu dans la pop culture et en étant un peu différent. En fait, l'histoire du film, c'était celle d'un espèce de designer fou qui voulait dominer le monde. On est allé voir Karl Lagerfeld. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, il avait toute une équipe. C'est un type qui avait tout vécu dans sa vie, qui avait une célébrité complètement folle. Et donc, il n'avait ni besoin de gagner plus d'argent, ni de faire une autre collection, parce qu'il avait déjà fait des choses incroyables. Ce qu'il voulait faire, c'était des choses qu'il n'avait jamais faites et il voulait faire des choses qui feraient plaisir à ses neveux, à son neveu. Il a demandé autour de lui et il s'est aperçu que voilà, les enfants autour de lui adoraient Totally Spies et c'est comme ça qu'on a travaillé avec lui. C'est une expérience assez étonnante parce que donc le film fait 1h30. Il est dans quasiment plus de la moitié des scènes et il a fait tout le doublage en une journée. Donc à l'époque, je pense qu'il devait déjà avoir 75 ans. Très énergique, mais bon, malgré tout, une personne de 75 ans. Il est arrivé à 7h du matin. Tout d'un coup, il y a un énorme Hummer qui arrive dans la rue, donc qui vraiment limite de rayer les murs, qui arrive, qui s'arrête. C'était Karl Lagerfeld, avec Baptiste Giabiconi, qui faisait un peu garde du corps. Il est arrivé, il était 7h du matin, il a commencé à doubler les voix, et il a travaillé jusqu'à 21h. Sans interruption, il n'a pas déjeuné et il a seulement bu du Coca Light pendant toute la journée. Encore aujourd'hui, alors moi je l'ai connu pendant cette journée, je ne l'ai pas vraiment connu d'une autre façon, mais c'est la personne avec l'éthique de travail la plus folle que j'ai jamais vue. Il n'avait jamais fait ça de sa vie, il n'avait jamais fait de doublage. Et il est arrivé devant le micro et il a mis une demi-heure à comprendre. Et puis après, il a voilà, tiré le truc jusqu'à la fin de la journée. Vraiment, c'était très, très, très impressionnant. Et voilà, encore aujourd'hui, je me rappelle comme la personne la plus professionnelle que j'ai jamais rencontrée. Martin Mystère, en fait, on l'a fait à peu près 2 saisons après Totally Spies. Là aussi, on a essayé de faire quelque chose un peu différent. Stéphane, donc le réalisateur de Totally Spies, a aussi réalisé Martin Mystère. Et on s'était dit avec lui qu'on voulait faire quelque chose de plus garçon. Et là aussi, parce qu'on est quand même assez pop culture, à l'époque, c'était la grande période de X-Files. Et donc on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faire une série pour enfants inspirée de X-Files. Et c'est comme ça qu'est né Martin Mystère. C'est basé aussi à l'origine sur une bande dessinée italienne qu'on a beaucoup remaniée. C'était une bande dessinée pour adultes. On a beaucoup travaillé et on a injecté donc tout ce côté X-Files. Et c'est la même chose. Donc pour Martin Mystère, Stéphane a inventé ce style. Alors, qui est aussi franimé, mais un peu plus américain, si vous regardez. C'est-à-dire un peu plus carré dans le design des personnages. Et en fait, Martin Mystère lui-même est un peu le sosie de Stéphane. C'est-à-dire, si vous cherchez une photo de Stéphane sur Internet, Martin Mystère lui ressemble pas mal. Après Totally Spies et Martin Mystère, on a fait d'autres programmes qui étaient assez différents, mais qu'on a adorés, dont un qui s'appelait Monster Buster Club. L'un des premiers dessins animés d'action en 3D. À l'époque, ça coûtait très très cher de faire de l'animation, donc en images de synthèse, et surtout pour de l'action. Et donc on était très très fiers de ça. Donc on a fait un certain nombre de séries, et puis j'ai quitté Marathon,
Et voilà, j'ai commencé ma société actuelle qui s'appelle Cottonwood, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Fédération. C'est vrai qu'à mon époque, tout était en 2D. Après, quand la 3D est devenue abordable, il y a eu énormément de choses qui ont été faites en 3D. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le préscolaire, c'est-à-dire les choses pour les enfants qui sont en maternelle jusqu'à 4 ou 5 ans, sont à 99% en 3D. Après, pour les enfants à l'école primaire ou au collège, ça s'est calmé et aujourd'hui, on a un peu un équilibre entre 2D et 3D. On en parle souvent, on trouve que les techniques sont adaptées à des récits différents. La 2D, ça fonctionne très bien avec la comédie, parce que ça permet d'avoir des choses un peu énergiques. Passer d'une pose sérieuse à une pose voilà, avec un grand sourire, on ne peut pas vraiment le faire en 3D. On peut le mimer, mais en fait, c'est fait pour la 2D. Et puis, forcément, avec la 3D, il y a plus de profondeur, il y a plus de texture, mais on ne raconte pas les mêmes histoires. Moi, je trouve que vraiment les histoires basées sur de la comédie fonctionnent beaucoup mieux en 2D. Et puis, il y a aussi quelque chose de plus onirique, plus de l'ordre du rêve en 2D.